La première séquence est dédiée à l'une des problématiques que tu as soulevées, qui est celle des métiers du secteur, qui sont clairement des métiers en crise. Et donc, l'enjeu de cette première séquence de l'après-midi, c'est à la fois d'identifier les diagnostics, sachant qu'une partie des diagnostics sont connus. Et donc, l'idée, c'est aussi et surtout d'échanger autour de solutions qui pourraient être celles proposées pour sortir de la crise que nous traversons aujourd'hui. Donc, je laisse Claude présenter notre Absolument. keynote speaker et les membres de la table ronde. Alors, je vais en profiter du coup pour les inviter à nous rejoindre. D'abord, l'intervention introductive de Teppo Kruger. Alors, Teppo vient de Finlande. Il est professeur de politique sociale à l'université. J'ai toujours un peu de doute sur la manière de prononcer sa ville de Jyväskylä ou Kille, je ne sais plus. En tous les cas, c'est une des villes au nord de Tampere, elle-même au nord d'Helsinki, en Finlande. Et Teppo a la charge d'un important programme. Teppo va d'abord faire une présentation introductive à cette séquence. Ensuite, j'inviterai Annie Dussuet, qui est professeure émérite de sociologie à l'université de Nantes, que j'ai aperçue tout à l'heure, je ne sais plus où elle est dans la salle, la voilà là-bas, qui va être la modératrice de cette table ronde. Elle sera rejointe également par Lina Van Aarschot, qui est professeure de sociologie également à l'université de Jyväskylä. Kirsi Koko, qui est membre du syndicat des professionnels de santé en Finlande, et enfin Béatrice Niederkorn, qui est chef de projet en charge de l'attractivité des métiers de l'autonomie à la CNSA, et Jérôme Voiturier, directeur général de l'UNIOP. Je vais laisser peut-être d'abord Teppo nous rejoindre et le laisser faire cette présentation, et puis immédiatement ensuite, vous voudrez bien venir occuper la scène qui est ici. Merci Claude, et merci toutes et tous. Thank you very much for the invitation, and thank you for giving me the first word of this Congress, which is, as we know, the first Congress of the PPR autonomy program. This first session, as we heard, is about formal care work, that is people who are employed in the care sector. We will have other sessions that will talk about family care and several other issues, but the first we start from care work and care workers. Care work, what kind of a job is that? Is that the best job in the world? Some people say so. Some people who are even working in the sector, particularly many care workers say that they feel that their work is very meaningful. There are even people who have moved from another employment sector to care work, and they say that they have never felt so motivated in their work as they are in care work. They can really change things, they can help people, they can make a difference. At the same time, some other care workers say that this is the lousiest job in the world. They get bullied by their colleagues and their superiors. They don't get the support that they need. They need to do very difficult shifts. Their health is not protected, and their well-being is not protected. They are suffering. This is the worst job in the world. So care work, is it the best job or is it the worst job? Or is it both at the same time? Well, if we go back to some statistics of the sector, these statistics come from two reports, one published by the Eurofound in 2020 and another published by OECD the same year. We can see that long-term care is a huge employment sector. As many as 6.3 million people inside the European Union are working in this sector. And we also know that it is particularly a sector for female employment.
as much as 81% are women who work in this sector. There's also a huge gender issue when we talk about long-term care and care work. And as we can see, as many as 71% say that they always have the feeling of doing useful work. I don't know how many of you would agree that you are always doing a useful work. I wouldn't agree with that, particularly when faced with university bureaucracy. There are many days I would absolutely disagree with this statement. So I would say that 71% is a huge number. At the same time, only 22% say that they are very satisfied with their working conditions. So a tiny minority only. So at the same time, people are very motivated and very disappointed. There are also some other basic characteristics. As many as 42%, that is almost half of the whole sector, are working part-time. OECD has quite similar numbers, 45%. And OECD also says that as many as half are doing shift work, particularly rotating shifts, and that they also feel that they have no say in their working arrangements. And also temporary work contracts are more usual in long-term care than in other healthcare. The salary level is under the national average. So for example, the OECD has found out that the hourly salary is on average €9, while it is €14 in other healthcare work that is quite close by its contents. Also verbal abuse, humiliating behavior, physical violence, even physical violence and threats are more usual in long-term care work than in other healthcare work or other occupations. So it's really very demanding, very tough work. At the same time, less than half of OECD member states require any qualifications for such very demanding job. And we also know that the long-term care workforce is really characterized by migrant workers, mobile workers moving from another country. As much as 1/5 come from this kind of background. A few words about a Nordic study that we have been conducting in 4 Nordic countries, Finland, Sweden, Denmark and Norway, since year 2005. So it's a longitudinal study, originally led by Professor Marta Tsepeheli from Stockholm University. My colleague Lina van Aarschot has also been involved in this project, and maybe we hear more of that soon. But we have found out several kind of major trends in care work, in long-term care work over this period. Of course, some details are a bit different in different countries. In the 4 Nordic countries, they are not identical, but in general, we can see that there are a few trends that are mostly shared between these countries. Autonomy, that's the name of the whole research program, but here it means the autonomy of workers to decide and control their everyday work. That has decreased. Support from the closest managers has decreased as well. The quality of care provided to older people and disabled people has also suffered. At the same time, the meaningfulness of care work, the main motivation for this whole sector has also been going downwards. At the same time, psychological and physical burden of this work has been increasing, and also intentions to quit have been increasing. So this is what we have found in the Nordic countries, which are often seen kind of to represent kind of a model for other countries. I can tell we have many problems in the Nordic countries, also in care work. And actually, this is a paper led by Lina that has found out that there are many factors behind this increasing intentions to quit in the work. So, for example, the workload is a key factor, but also weak management and support for care work and so forth. At the same time,
It was already mentioned by Claude Martin in the beginning speech that there is a huge need for increasing recruitment in this sector already now and in the future. This is just one example of these estimations, this time made by the OECD, showing that how much more do we probably need workers in this sector in quite a short time, by 2040. And we can see that actually France is one of the countries that has the highest future additional need in this sector. Finland has also a major future need, but a bit less than France. And at the same time, when these needs are increasing, because we know the population is aging and the care needs are increasing, so that's where the recruitment needs come from. At the same time, we know that there are already huge problems in recruitment of care workers. And it seems to be that the word crisis is used almost everywhere. In the Nordic countries, we talk about care crisis or care work crisis. In the UK, you can see recruitment crisis or social care workforce crisis to be a very usual term. And even in France, la crise sanitaire is used quite often, maybe with a bit different contents in every country, but the key point is that there's already a lack of care workers, and it seems to be getting more and more serious when we go into future. In August, I was visiting in the US, and I found out the same discussion there as well. They were talking about healthcare workforce crisis. And when I took the subway in New York, I found out that they had a poster on the wall that was actually trying to recruit family members as formal care workers. And I was told by the local colleagues that this is an example of extreme recruitment crisis in long-term care in the US. So, what can be done? These two reports that I mentioned, they suggest some measures, and this is the list suggested by Eurofound to improve working conditions, staffing levels, training, develop regulations and collective agreements, and particularly when trying to do recruitment, target men, target part-time workers, target unemployed, and inactive informal carers, target long-term care workers who want to delay their retirement, and also students. So these kind of groups maybe are potential for recruitment. The OECD suggests partly similar measures, but also something different. They suggest improving the image of the whole sector, supporting training programs, particularly for unemployed people, and also men are also mentioned here, and particularly to enhance retention, so make people to stay in this sector and in this job by providing better job quality and training, increasing wages, promoting a healthier work environment, prevent workplace accidents and illnesses, to develop workplace coaching and counseling. Many measures, but we might say that it's easier said than done. These are actually very difficult issues to be changed. Very briefly, experience or a tale from Finland. 5 years ago, there was a huge scandal in Finland where it was found out that particularly private for-profit companies, their residential care units, have major problems in their quality of care. And I might say that these for-profits are actually making the main part, the majority of residential care in Finland. It became a huge political issue that actually affected even the parliamentary elections in 2019 and helped the red-green parties to win the election, which led to the Marin government, which you might know. And the Marin government made a reform. They first of all, they put the
staff user ratio in residential care into legislation. Earlier it was only a recommendation, now it became law. And they also wanted to raise it from 0.5 to 0.7. I will not go into details, but it means that basically in these units there are kind of one care worker per two older persons earlier, but now it's increased. Anyway, now we already have a new government, which this time is a right-wing government, and they have been taking the reform back. First they stopped the implementation, and now they are even going backwards. They might be cancelling the whole reform. And what I want to say with this is that this was for a long time, this was the first reform for care for older people, and particularly a kind of encouragement for care workers to stay in this sector and even to help the recruitment. Well, now almost the whole reform is cancelled, which of course is a huge disappointment for care workers. This is not how to do reforms. If you want to do a reform, make sure it's going to last, because otherwise it's just going to be a huge disappointment for everyone. It's time to make conclusions now. So it seems so that this is quite a special or even a strange area of work. At the same time, care work seems to be the best job in the world, but also the worst job in the world. So there are some very positive sides, but at least currently also some very negative sides. And if we are trying and hoping to meet the needs of the future, actually the near future, when the number of people aged 80 or 85 plus are increasing very rapidly, we have to improve the conditions for recruitment, and that requires that working conditions are actually rather quickly made better. At the moment, we can see that the huge majority of care workers in Europe are very disappointed, very negative about their working conditions, and these are pushing them out from the sector and also hindering the recruitment of new staff to this area. I would say that it is possible, but it's not easy, and making this sector more attractive and also strengthening the retention so that people, when they come to the sector, they don't leave it. That requires that these worst elements of this work are reduced considerably, and at the same time, the best elements of this work need to be supported and highlighted. Thank you. Merci beaucoup. Bonjour à tous et toutes. Je voudrais d'abord remercier Teppo Kreuger pour son introduction, parce que je crois qu'il a vraiment posé les problèmes d'une façon extrêmement claire et à la fois montré un certain nombre de perspectives pour améliorer les choses. Et je crois que ça, c'est tout à fait précieux pour nous. Effectivement, alors, dans cette table ronde, nous allons essayer de procéder en deux temps. D'abord, peut-être faire une sorte de diagnostic de la situation dans les métiers du care, dans les métiers du soin, et puis ensuite, dans un deuxième temps, d'inventorier des pistes qui permettraient d'améliorer les choses et peut-être de sortir de cette crise des métiers du care. Peut-être en deux mots, dire que dans l'introduction de Teppo Kreuger, on a pu retrouver des caractéristiques qui sont aussi celles que l'on trouve en France, et que la situation française ne dénote pas du tout par rapport à ce qui se passe dans les pays nordiques. On trouve effectivement à la fois dans les recherches et dans les rapports qui ont été publiés, dans les rapports aux autorités gouvernementales, on retrouve les mêmes caractéristiques, à savoir que ce sont des métiers qui ont du sens, donc ce sont des métiers qui pourraient être les meilleurs métiers du monde, comme ça a été dit, mais en même temps, ce sont aussi, du fait des conditions
de travail qui existent dans le secteur des soins, qui sont aussi en même temps, de façon paradoxale, les pires métiers du monde. Donc, je crois qu'on retrouve vraiment la même chose dans le cas français. On pourrait peut-être ajouter, pour développer un peu ce qui a été dit sur le fait qu'il s'agit beaucoup de métiers exercés par des femmes, que peut-être une des raisons qui expliquait cette dévalorisation des métiers du care à laquelle on assiste, qu'au fond, il y a les tâches qui sont effectuées par les soignantes et les personnes qui interviennent à domicile pour aider les personnes vulnérables, eh bien, réalisent des tâches qui sont aussi des tâches extrêmement ordinaires, extrêmement banales, enfin, qui apparaissent extrêmement ordinaires, extrêmement banales, qui pourraient être, au fond, semble-t-il, être effectuées par n'importe qui. Or, je crois qu'on peut dire, et là encore, il y a, je crois, consensus à partir des recherches, que de fait, non, ce ne sont pas des métiers que n'importe qui pourrait exercer, et qu'il faut une formation, et qu'il faut des qualifications pour pouvoir exercer ces métiers. Mais ce que je voudrais d'abord commencer par dire, c'est que, comme l'a dit Teppo, la Finlande est souvent présentée comme un modèle. Et pour nous en France, ça peut être peut-être une source d'inspiration. Et je voudrais savoir si il y a des caractéristiques particulières dans le pays qui peuvent expliquer que ce soit au moins vu de l'extérieur comme un modèle, et quelles sont ces spécificités peut-être du modèle finlandais. Well, first of all, of course, Finland is one of the Nordic countries, and we have the Nordic model of welfare and of long-term care. The idea is that services are provided to everyone who is needing them. In principle, this is the principle and the theory, but the practice is quite far away. There's a huge need of services, and there's also a huge need for care workers. What is maybe special in Finland is that I think that Finland probably, maybe Kirsi can confirm that, but I think Finland has the longest training for care workers in the world. The basic training takes 3 years, and almost all people in the sector have at least this training, and then of course we have many nurses with even longer training. So you could say that the level of qualifications, the level of training is very high in Finland. But at the same time, we can see, for example, from these Nordic comparisons that we have made, that for example there is less staff in for example in residential care than in Sweden, Norway and Denmark. So we have a trained staff, but its number is not very high, and it's also very demanding, physically and mentally demanding work in Finland. And there is now this risk that some people are leaving the sector, and it's also becoming more and more difficult to recruit new people. And of course, as the needs of the older population are going up very quickly, there is a huge need to train more and more and get more and more young people in the sector, which seems to be very difficult. At the same time, one more specificity with Finland is that still at the moment, the number of care workers who are born outside of Finland is still very, very small. A few years ago, it was only 2%. People with a migrant background or as an ethnic minority background. While in Sweden, it was 25%. So it's a huge difference. But I think this is changing, and this is going to change. And Finland is becoming more like other Nordic and European countries as well. And then, of course, there are these political issues, as I already maybe showed, that the policies of the earlier red-green government were quite different from the policies of the current government that is bringing austerity, budget cuts into the sector, which is making kind of things very difficult.
also the recruitment is getting more and more difficult if the working conditions are actually getting worse and not better. But I think that many of the issues actually that we are facing in Finland are quite similar to France and many other countries. Merci pour ces éclaircissements sur le cas finlandais. On voit effectivement qu'il y a dans le travail lui-même à effectuer, il y a des difficultés qui tiennent sans doute véritablement au contenu de ce travail. Donc je voudrais demander à Lina von Erschoot, je ne suis pas sûre de bien prononcer le nom, donc, qui est chercheuse en sociologie à l'université de Jyväskylä et qui est spécialiste aussi des politiques publiques. Si elle pourrait nous éclairer sur les travaux donc, de Lina montrent la difficulté d'assurer la difficulté de ce travail, la difficulté d'assurer les soins dans la durée, en particulier quand il s'agit de personnes atteintes de démence. Il semble y avoir une pénibilité spécifique de ce secteur, du travail dans ce secteur. Est-ce que vous pourriez nous éclairer là-dessus, en particulier, me semble-t-il, quand ce travail est effectué par les proches des personnes, les personnes de la famille. Thank you, merci. I hope I understood the question well, but yes, I have been doing research on persons with dementia and also their informal carers. And I think that first of all, maybe in Finland and in many other countries, we have not totally understood how large proportion of the older people with care needs actually have dementia, because in Finland, according to statistics, almost 90%, so 9 out of 10 of older persons in care homes have already dementia, and that number is likely to increase. And it has been foreseen that the number of persons with dementia in the whole world is going to double, even triple in the coming decades. So that means that actually care workers are increasingly providing services for older people with dementia. So that is something that we would really need to consider. And as Teppo has presented the main difficulties or the main problems in the care work sector, that the care workers need time, they need the chances to do their work with good quality, and if they are not able to do so, they suffer from ethical stress and consider that it is not worth doing the kind of heavy and laborious work with low pay if they cannot even get the positive sides out of the work. So we really need to invest in the good quality services and to have the staffing ratio on a high level, so that care workers really have the chance to provide good quality care for older persons. But also this means that if we don't invest in the services, then we leave the responsibilities of care for persons with dementia for families and individuals, and that is not socially sustainable either, because then at the same time we want to prolong working careers, we have like many other economic problems and societal problems to solve. We cannot have women to stay out of labor markets and stay at home and start to provide care. Merci beaucoup d'insister sur ces questions du temps. Je pense que c'est vraiment des questions essentielles. En anglais, on dit long-term care. On n'a pas d'équivalent en français, vraiment. Enfin, soit on n'utilise pas autant cette expression en français. Mais je crois qu'elle est vraiment importante. Ce sont vraiment des soins à long terme. C'est-à-dire que, et effectivement, la question des aidants, alors nous on dit les aidants en français sans préciser, les aidants familiaux, mais les proches, donc, quand ils sont embarqués dans des soins à long terme, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement difficile, je crois, encore plus difficile. Mais peut-être, Kirsi, Coco, vous pourriez nous éclairer sur
les besoins de formation et les questions de formation dans ce secteur. En quoi y a-t-il besoin de formation? Comment la formation peut-elle expliquer les problèmes de ce secteur? Okay, thank you for the question. It's true that there is a link between education and attractiveness of healthcare field. At the moment, it's not, as we have heard already. It's not very attractive, and the reasons are which we have heard already: low salary, heavy workload, poor working conditions. It's the same everywhere in Europe, and that's why the healthcare field doesn't attract the young people to come to work at healthcare field. Also, there is another reason. It's the decline in the birth rate affects of the number of applicants who are interested to work at healthcare field. Low numbers of applicants lead to educational institutions choosing students who are not suitable for elderly care. So we need the persons who are motivated to work there, not those who are forced to go there because they don't have any other chance where to work. That's not a good thing, because we need those motivated students and those students who can cope with the studies, because we have also a lot of students who doesn't cope with the studies because different kind of problems, and then they don't have capability to work at healthcare field, which is very, very demanding and hard. When those students graduate and start work there, it's even heavier for those who already work there, because if they have not capable colleagues, the work is even harder, because they have to all the time to be there to help them. And then there is another problem that in Finland now there are signs that they want to lower the education level for the healthcare workers. As Teppo said, that it's very high in Finland, maybe the highest. I know that in Romania it lasts 4 years, but I don't know the content it is. But anyway, it's more, and it's very broad also the education in Finland. We talk about healthcare assistants, and their education is lower. Then we have a situation that we don't have nurses enough, and then there are those with lower education level, and they have to do the tasks. They don't have education, and so we have problems with patient safety, and then we have to remember that also their salary is lower, and they do the tasks where they should have more salary if they were capable to work there. What I think in education, to keep the quality, is that we need to put teachers more in the healthcare field with the students to take care of the quality of the teaching and how they receive their competence. And then, of course, nurses and care workers' education level must not decrease, and we have to remember that nursing and care workers' work is very demanding work, and it's not for everyone. It's for them who love it and want to do it. Merci beaucoup d'avoir insisté sur ces questions et sur ces questions de lien entre la qualification qui est reconnue et la sécurité aussi des personnes qui sont prises en charge par les soignants, que ce soit en hébergement collectif ou à domicile, où on voit effectivement des problèmes qui peuvent survenir du fait d'un défaut de formation et de qualification. Alors, je vais me tourner maintenant vers les collègues français, parce que, évidemment, ça nous intéresse particulièrement de voir ce qu'il en est du côté de la France. Béatrice Niederkorn, vous êtes chef de projet attractivité des métiers de l'autonomie et chef de projet du suivi des plateformes des métiers de l'autonomie à la CNSA.
donc Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Et pourriez-vous nous dire quelle analyse globalement vous faites de cette crise d'attractivité des métiers donc de l'autonomie en France? Merci pour votre questionnement. Effectivement, l'analyse en tout cas faite en France et en particulier aussi par la CNSA n'est pas très éloignée de ce que vient de nous présenter Tepo Kröger et son équipe, où effectivement, les difficultés ou les constats rencontrés faits dans les différents pays nordiques sont approximativement les mêmes que ceux qu'on peut faire effectivement en France. Donc peut-être juste avant de parler finalement des différentes causes en fait à cette crise d'attractivité des métiers, peut-être revenir juste sur quelques éléments complémentaires de contexte, puisqu'on a eu évidemment des éléments notamment sur les pays nordiques, sur la manière aussi dont la France se situe en fait par rapport à l'ensemble des pays. Peut-être juste préciser que en termes de besoins de professionnels, compte tenu évidemment également aussi du vieillissement de la population, c'est en France près de 595 000 postes qui seraient à pourvoir, notamment chez les aides à domicile et les aides-soignants d'ici à 2030, selon un rapport qui a été réalisé par France Stratégique. Et donc on est, je pense, assez dans le top des pays en difficulté, puisque en Allemagne, par exemple, bien qu'ils rencontrent aussi des difficultés, c'est quand même un peu moins, c'est 430 000 ETP d'ici 2050. Au Japon, c'est 380 000 postes qui manqueraient d'ici, enfin, ou qui seraient nécessaires plutôt d'ici 2025. Donc on voit bien que voilà, la France est particulièrement confrontée effectivement aux fortes tensions en matière de recrutement dans les différents métiers d'accompagnement. Et ces tensions, elles sont particulièrement fortes d'ailleurs sur les métiers d'accompagnement des personnes âgées, et donc plutôt à domicile et en établissement, mais aussi donc plus récemment sur les métiers des personnes qui accompagnent les personnes en situation de handicap. Il y a une enquête de 2024 de France Travail qui situe vraiment les métiers du domicile dans le top 10 des métiers les plus recherchés en 2024. Et donc l'aide à domicile est en 6e position et les aides-soignants sont en 10e position des métiers les plus recherchés. Et ça concerne en fait l'ensemble du territoire français. Donc voilà ce qu'il en est pour peut-être des éléments de contexte un petit peu plus précis par rapport à la... Pour ce qui concerne en tout cas les différentes raisons qui sont à l'origine effectivement de ces causes de crise des métiers et de manque d'attractivité, il y a, comme ça a été indiqué, effectivement un des premiers facteurs qui est celui de la rémunération et du niveau de salaire. Alors même si en France il y a notamment eu des accords du Ségur de la santé qui a essayé d'agir sur effectivement les revalorisations salariales, on voit bien que ça n'est pas encore suffisant puisque le taux de rémunération, en particulier sur le volet aussi domicile, est inférieur à celui du SMIC, compte tenu notamment du fait effectivement que ces professionnels travaillent sur plutôt des temps partiels ou en tout cas des temps de travail assez fragmentés. Par ailleurs, c'est un secteur qui compte plusieurs conventions, plusieurs statuts, ce qui renvoie effectivement à autant de négociations qu'il y a de conventions ou qu'il y a de branches, donc ce qui ne simplifie pas effectivement les choses, et d'autant que ces conventions, finalement, elles sont là normalement pour définir des avantages sociaux supérieurs à ce qui peut relever du droit commun, et donc qui peuvent entraîner effectivement, selon la convention, selon le statut, des différences entre les professionnels, des différences de rémunération entre les professionnels. Le second facteur, je dirais que c'est aussi celui effectivement de l'image des métiers. Et nous, on constate également la même ambivalence que dans les pays nordiques, avec à la fois pour les Français finalement un attachement à ces métiers, une reconnaissance de la nécessité de ces métiers qui ont du sens, qui
mais qui en même temps connaissent une forme de banalisation, notamment auprès des jeunes, qui considèrent que finalement c'est un métier un peu comme les autres. Donc ce sont des éléments d'ailleurs qui ont été recueillis dans le cadre d'une enquête qui a été conduite en 2022 par Randstad et qui montre que voilà, pour autant ces métiers sont encore considérés comme des métiers à vocation qui ne nécessitent effectivement peut-être pas de formation spécifique. Et on note donc qu'ils font encore l'objet évidemment d'une pénurie et d'une désaffection. Voilà. Ces métiers sont aussi peu valorisés, avec vraiment une intensification aussi du manque de reconnaissance. Et ça a été très fort, évidemment, durant la période de la crise Covid, mais ça le reste encore. Il y a 27% seulement des professionnels de santé qui estiment que leur travail est reconnu à sa juste valeur, alors que globalement, c'est plutôt 46% des Français qui considèrent que ce métier est important. Et 91% considèrent que leurs métiers sont moins reconnus, moins considérés, y compris qu'avant. Donc ces métiers sont vraiment, en plus, sont jugés aussi comme des métiers avec peu de perspectives d'évolution professionnelle. Donc voilà, ce qui fait que ça ne les rend pas attractifs, effectivement. Et un des troisièmes éléments qui impacte aussi sur le recrutement et sur la fidélisation des professionnels, c'est, vous l'avez évoqué également, mais ce sont les conditions de travail difficiles. Donc il y a différentes données, en particulier celle de la Caisse nationale d'assurance maladie, qui indique que la sinistralité en termes d'accidents de travail et de maladies professionnelles est très forte, avec un indice de fréquence des accidents du travail à 100, c'est-à-dire 3 fois supérieure à la moyenne nationale, et avec une plus forte et très forte et plus forte d'un tiers de plus que celle du secteur du bâtiment, qui était quand même identifié et reconnu aussi pour voilà, présenter des risques d'accident du travail relativement forts. Donc c'est en cause évidemment ces éléments, ce sont les conditions de travail difficiles, physiquement, psychologiquement, avec un fort taux de risque d'usure professionnelle et d'épuisement professionnel. C'est aussi les conditions de travail, donc un travail plutôt isolé pour le secteur du domicile, en particulier sur des zones rurales, territoriales rurales. Un fort sentiment aussi de perte du sens du travail, de ne pas avoir le temps de faire son travail, donc de ne pas pouvoir effectuer un travail de qualité et de ne pas pouvoir prendre suffisamment de temps. Et peut-être un autre aspect aussi qui est à prendre en compte et qui rejoint les conditions de travail et l'organisation de travail, c'est finalement les évolutions aussi des attentes des candidats ou des personnes qui sont très soucieux en fait d'un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Or, voilà, on constate que le cadre de travail, les horaires de travail, les modalités de travail fragmentées en particulier, donc qui peuvent être fragmentés mais pour autant qui mobilisent sur une amplitude de journée très forte, voilà, ne répondent pas ou ne peuvent pas répondre effectivement à cette attente et à ces aspirations d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Là, je dirais que ce sont les 3 facteurs principaux en fait, à ce manque d'attractivité. Il y a cette difficulté à recruter, mais aussi à cette difficulté finalement de fidéliser les professionnels. Donc, qui est aussi une autre problématique, c'est qu'on a du mal à garder les personnes sur ce secteur et qu'ils sont de plus en plus nombreux effectivement à vouloir quitter le secteur. Et pour autant, il y a malheureusement aussi d'autres facteurs périphériques à prendre en compte, comme celui de la mobilité, celui, je le disais tout à l'heure, mais de conditions territoriales, celui aussi également peut-être de difficultés à se loger. Voilà, encore d'autres facteurs voilà, qui rendent difficile l'attractivité de ces métiers et une forte crise et tension sur les métiers. Merci pour ce panorama très complet sur la situation française. Alors, je vais me tourner vers Jérôme Voiturier, donc, qui est directeur général de l'UNIOPS, c'est-à-dire de l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes
privés non lucratifs. Je crois que c'est le point important, sanitaires et sociaux, qui est là pour porter la voix du secteur non lucratif de solidarité, c'est-à-dire principalement des associations sanitaires et sociales, et donc qui est porter la voix auprès des pouvoirs publics en particulier. Donc ce que je voulais vous demander, c'est comment votre organisation analyse la crise. Est-ce qu'elle retrouve les éléments qui ont été exposés par Béatrice Niederkorn? Est-ce qu'il y a en particulier, est-ce qu'il y a des causes qui vous paraissent plus importantes que d'autres, des éléments qui vous paraissent majeurs dans l'affaire pour expliquer la crise? Et en particulier, il me semble que, puisque vous êtes du côté des employeurs finalement, qu'en est-il du rôle des modes de rémunération et des questions de tarification dans ce secteur? Merci. Bonjour à tous et à toutes. Un grand remerciement pour l'invitation. Donc, j'interviens en tant que directeur de l'UNIOPS. Peut-être un point de vocabulaire au débarrage, puisque on parlait des métiers du care en anglais et on a assez vite traduit que par soignant. Je ne suis pas sur la même optique, plutôt sur... C'est une question de traduction beaucoup. Oui, mais il y a aussi les métiers des solidarités, métiers de l'humain, métiers... Donc voilà, je parlerai des métiers de l'humain. Pardon si je garde mon portable, c'est parce que je voudrais juste vous lire avant, parce que depuis le début, on ne sait pas qui sont ces personnes. Voilà. Et je vais juste vous lire, si je le retrouve, une toute petite phrase, j'espère, je ne sais pas si dans la salle, a priori je ne l'ai pas vu, mais de Manuel Pellissier. Manuel Pellissier est un des formateurs, un des responsables de l'Institut de formation du travail social en Ile-de-France. Et il a cette expression très, très, très belle qui me dit, en gros, on le questionne sur le fait que les travailleurs sociaux sont invisibles. Et on lui demande un moyen pour les voir. Et la réponse est: lancez devant vous une poudre constituée d'une mesure de respect, de 2 mesures de considération, rajoutez un zeste d'attention avec quelques gouttes d'empathie, et vous verrez apparaître devant vous, non pas Harry Potter, mais celui qui s'occupe de vous, souvent au quotidien avec humilité, compétence, utilité et bienveillance. Voilà, c'est une définition que je trouve assez belle, les travailleurs sociaux qui interviennent, je rappelle, dans 14 professions. Les travailleurs sociaux qui représentent 1,3 million personnes, 1,3 million de salariés en France, et pas que dans le grand âge, pas que dans le handicap, dans la petite enfance, dans la santé, dans le logement social, dans la réinsertion, dans la lutte contre l'exclusion. Je pourrais détailler beaucoup plus, et ce qui correspond d'ailleurs à l'intersectorialité de l'UNIOPS. Et donc, voilà, je ferme la parenthèse, mais je voulais quand même qu'on personnalise, en tout cas qu'on voit un peu de qui on parlait. Pour répondre maintenant à votre question et pour rebondir aussi sur ce qui a été dit précédemment. Sur la question des rémunérations, et je viendrai ensuite sur l'autre aspect. La question des rémunérations, j'entends le Ségur, pour ceux qui ont la chance de ne pas le connaître, en tout cas pour ceux et pour nos amis étrangers, le Ségur, en gros, je vais faire très rapide parce qu'on pourrait passer des heures et c'est certainement pas l'idée. Conférence des métiers de M. Jean Castex, Premier ministre, le 19 février 2022, sauf erreur. Et on a le constat qu'on a tous et toutes, pendant la période Covid, été sensibilisés à l'importance, l'utilité sociale des travailleurs sociaux. On a tous et toutes été sur les balcons à 20h en France pour applaudir les travailleurs sociaux et les soignants et les travailleurs sociaux, et j'insiste sur les soignants et les travailleurs sociaux. Et quand on regarde après le niveau de rémunération au regard de l'utilité sociale, ça pose quand même question. Je rappelle que le rapport de Mme El Khomri de 2019 ou 20 ou peut-être note qu'il y a 17% des travailleurs sociaux en dessous du seuil de pauvreté, 17% des travailleurs sociaux en dessous du seuil de pauvreté. Pour mémoire, le seuil de pauvreté est à 1 200 € en France. Et que donc, il y a quand même un petit problème en disant, voilà, on a des professions qui sont essentielles et par ailleurs, en traduction sonnante et trébuchante, ça pose quand même question. Voilà. Donc, on a une conférence des métiers, une conférence sous l'égide du Premier ministre. Et ensuite est décidée une vague successive de revalorisation. Quand je dis successive, parce qu'il a fallu qu'on bataille pour faire reconnaître différents métiers, différents intervenants qui nécessitent et qui mériteraient une revalorisation. Mais on est quand même dans un secteur assez particulier, c'est-à-dire qu'on a les pouvoirs publics qui décrètent un niveau de rémunération dont normalement les pouvoirs publics, qu'ils soient
l'État ou les collectivités territoriales, puisque vous savez qu'on a quand même énormément de politiques sociales qui sont menées par les collectivités territoriales et au premier chef des conseils départementaux, qui ne donnent pas les moyens aux associations et aux structures de pouvoir augmenter leurs salariés. Donc, l'augmentation qui était voulue, et que, pour tout vous dire, ce matin, j'ai négocié avec mon siège, qui était voulue, a mis quand même dans un climat social, climat social qui était déjà, je ne vais pas dire explosif, qui était déjà assez fort, a remis un peu d'essence sur quelque chose qui nécessitait peu d'allumettes pour exploser. Bon. Donc le Ségur, bien sûr, mais le Ségur, il faudra qu'on en discute. Donc, voilà, la première question, c'est une question de rémunération, soyons clairs. Et je pense que si on est tous là, ça veut dire qu'on partage à peu près, je pense, toute la même idée. Les travailleurs sociaux, les travailleuses, je veux dire, parce que c'est vrai que je suis assez d'accord sur le fait que c'est majoritairement des métiers féminins. Je note au passage que je suis d'ailleurs très surpris, agréablement surpris, qu'il y ait quand même 22% dans ce que vous avez dit, Monsieur Kruger, 22% de travailleurs qui se trouvent très satisfaits de leurs conditions de travail. Personnellement, je pensais qu'on était beaucoup plus bas. Donc, la rémunération, mais il n'y a pas que ce sujet-là dans l'attractivité des métiers. Il y a aussi, je crois qu'on ne vient pas dans ces métiers par hasard. On vient pour une certaine appétence à l'humain. Et alors je ne fais absolument pas de politique ici, mais il y a quand même une évolution, une double évolution qu'on a vue depuis 20-25 ans dans le monde médico-social, social et sanitaire, qui est quand même la montée du néolibéralisme et des règles économiques de néolibéralisme qui appliquent de plus en plus les principes néolibéraux dans le secteur du social, avec un petit... on appelle ça New Public Management, paraît-il, dans la manière de gérer les politiques sociales, et qui amène quand même le fait que de plus en plus, on essaie de voir l'efficacité économique de tout acte au détriment de l'efficacité humaine. Je m'explique. Je suis un spécialiste à 4 mètres de moi, 3 mètres, 4 mètres de moi de ces questions-là. Mais depuis les années 2000, on a en gros appliqué au champ médico-social ce qu'on a appliqué au champ sanitaire. La tarification à l'activité, qui était une des grandes révolutions du champ sanitaire. En gros, chaque acte quantifié et donc a un prix, pour le faire simple. Enfin, je fais très rapide et là encore, pardon d'être d'aller un peu trop rapidement. Et cette tendance, elle a aussi été... petit à petit, elle abreuve, elle innerve toutes les réformes des politiques sociales. Alors, on le voit dans la réforme des EHPAD, on le voit dans la réforme du grand âge avec ce qu'on appelle en France CERAF-1PH, on le voit dans la CEPOMisation, dans les CEPOM, pardon pour les traductions, et je suis désolé si le CEPOM n'est pas traduisible en anglais, contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, que tous les établissements doivent progressivement signer, où la notion d'efficience ou d'efficacité économique devient le critère premier, en tout cas un critère important, voire plus important que le critère humain. Et pourquoi je vous dis ça? Ça peut paraître loin, mais je vous dis ça pour une raison très simple. C'est qu'une des raisons du désamour des travailleurs sociaux, c'est que lorsque vous êtes employeur responsable d'un établissement, votre intérêt, c'est que au maximum, les actes exercés par les professionnels soient quantifiables financièrement. Or, passer un quart d'heure, qu'une aide-soignante passe un quart d'heure avec une personne âgée en déperdition, en isolement social, ça ne va pas être quantifié financièrement. Que le travailleur social passe un quart d'heure avec l'enfant qui est en ASE, aide sociale à l'enfance, pour discuter avec lui, pour échanger avec lui, pour plaisanter avec lui, que sais-je, ça ne va pas être quantifié. Et donc, ça ne va pas être rentable au sens premier du terme, rentable financièrement pour l'employeur. Donc, on arrive à un système qui est totalement, j'allais dire pourri, c'est pas le terme, mais un système qui est totalement, principalement, dirigé par le résultat économique. Et c'est, je crois, une des raisons dans lesquelles aussi il y a un désamour des professionnels, c'est que, je reviens à mon point de départ, ce lien, cette volonté de travailler dans le social, comme je vous disais, on ne travaille pas dans le social innocemment. Travailler dans le lien avec la personne, lorsque celui-ci est amoindri parce que vous avez une contrainte économique trop forte, c'est certainement une des raisons du désamour. Alors après, peut-être que je vais m'arrêter là et on pourra évoquer d'autres sujets, mais je trouve que c'est, dans tout ce qui a été dit, aussi un des aspects importants. Je crois que c'était effectivement important d'insister sur cette question du temps et
du temps nécessaire pour réaliser le travail et du lien entre le temps qui est accordé aux travailleurs et aux travailleuses surtout pour effectuer des tâches auprès des personnes en perte d'autonomie, parce qu'effectivement, c'est là que réside la difficulté de trouver du sens du travail quand on ne peut pas faire du travail qu'on estime être un bon travail. Effectivement, ça, c'est quelque chose qui me semble tout à fait important. Alors, je crois qu'on est à peu près d'accord sur le diagnostic et sur la nécessité, au fond, de réévaluer, de revaloriser ou de reconnaître la valeur du travail dans ces métiers de l'autonomie. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est celle que posait tout à l'heure Teppo Kreuger dans son introduction. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des leviers sur lesquels on peut agir pour améliorer les choses et revaloriser ces métiers? Alors, je voudrais me tourner vers Lina van Herschot pour lui demander si on aurait des pistes concernant la pénibilité des emplois. Est-ce qu'il y aurait des choses qu'on pourrait améliorer de ce côté-là? Merci. Je crois que ce qu'on peut améliorer, c'est qu'on devrait faire. En fait, maintenant, je parle français, je vais changer en anglais parce que ça ne va pas très bien continuer si je vais en français. Donc, yes. So, what we should be doing is that to take care of, first of all, the staffing ratios, which Teppo also mentioned in his presentation, because that's the key to improve the working conditions. It's the key to improve the quality of care, and it's even a way to reduce the risk of violence, both violence experienced by care workers and the patients. And then simply staffing ratios reduce the burden experienced by care workers and the ethical stress that they might experience. So staffing ratios is really the key, so that that there are enough care workers per patient, both that in home care the care workers have enough time per patient. And then another key thing is that care workers, which has been found in research, that care workers appreciate and want to have support from their closest managers. So they really need to feel that they are not left alone to do the work that they are responsible for, but that in difficult situations they have colleagues and managers who support them and help them, and that means that also the managers need to have the time to really support the workers, and not that their time is wasted on only bureaucracy or looking for personnel to replace the absent ones and so on. And then thirdly, I would take up the point that has already been mentioned here, but the general valuation of care work, the public discussion, the media representation, the salary level, and like Kirsi mentioned earlier, that we, and Teppo also, and many others, that we need to also attract the younger generations and the future generations to be willing to do this profession. So we really need the kind of positive stories. It cannot only be that it's so burdensome and it's just negative and low paid demanding work, but also the positive sides that Teppo started with, that we really need to put emphasis on telling about those as well. But it cannot be only that the kind of that we tell that it's a profession that somebody has the kind of like inner motivation to do. It has to be also that we really show that we value this work, and in terms of like salaries and decent working conditions. Merci. Une solution, enfin un levier qui est évoqué parfois en France
et semble-t-il aussi en Finlande, c'est introduire de l'innovation et introduire des robots éventuellement. Vous avez travaillé sur ces questions, Kirsi. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Est-ce qu'on peut imaginer remplacer les travailleuses par des robots? Okay, thank you. And first I like to correct or specify something I said before about care workers' education in Europe. I would like to specify that in Finland, when they talk about care workers, they are practical nurses or called licensed vocational nurses. And their education always consists medication care, and they can do wound care. And in other European countries, mostly they don't do that. And so that's the different also. Okay, and then the question. Care robots and new technology definitely can be a part of the solution, but I emphasize it can only be a part. We cannot resolve the crisis with robots. In the ideal world, I would like to see that we have care robots, new technology which helps nurses and care workers to work, makes their work easier and lightens the work. It would be ideal, and I think that also the field would be more attractive that way. And it would also increase the quality of care and patient safety, which is always a worry. In Finland, we have done studies, and elderly people have quite positive attitude towards robots. They are not scared of robots or new technology if they are capable to use them. Nurses a little bit less, but anyhow, I don't think that would be a barrier. yes, to take the robots. But human control robot is a good solution and could be an additional help for physically demanding tasks. But they are not considered suitable for nursing work, as robots lack the humanity that nursing work requires. On the other hand, it has been developed different kind of external support for nurses, exoskeleton, which makes work easier, and you don't maybe have so much healthy problems if you can use them, but we don't have them. That could be a solution for crisis somehow, so that we have healthier nurses longer. I think a robot cannot replace humans, and that's why for the question my answer is no, that we cannot solve the problem with robots. We have developed them years and years, and I don't see so much development with them, so it's difficult. So I think that it's true that we don't have enough nurses in care, and what I can say for resolve the problem, the crisis, is still, which we have heard already, it's better salary and better working conditions and technological solution for help and lighten the work. Alors sur ces solutions, sur ces leviers possibles pour sortir de la crise, ces métiers, Béatrice. Évidemment, plusieurs réponses, plusieurs solutions ont déjà été proposées par les pouvoirs publics. Néanmoins, on a essayé effectivement d'apporter peut-être une réponse ou une solution complémentaire à travers la mise en place, enfin le développement de ce qu'on appelle des plateformes des métiers de l'autonomie, qui sont au nombre de 19 pour l'instant, parce qu'elles sont développées à titre expérimental. Et ce sont 19 projets qui ont été retenus à la suite d'un appel à projets qui avait été lancé en 2021.
et qui consiste à essayer effectivement d'apporter des solutions ou de développer différentes actions qui vont venir en appui et en aide aux employeurs de structures de services d'aide à domicile ou des établissements et services médico-sociaux. Ces dispositifs donc sont à titre expérimental, ils fonctionnent ils sont soutenus par la CNSA jusqu'en 2025. Ils ont pour objectif de répondre à travers la mise en place à travers 3 missions socles qui sont proposées et développées par ces plateformes, pour essayer de rendre plus attractifs les métiers du secteur du médico-social, du soin, de l'humain. Et parmi ces missions, il y a une première mission qui consiste justement à valoriser les métiers, à sensibiliser autour de ces métiers et à les valoriser de manière positive pour inciter effectivement les demandeurs d'emploi, les jeunes, les collégiens, les lycéens à s'inscrire, à aller vers ces métiers. Et pour cela, les plateformes font un peu l'objet d'innovation, de créativité, d'inventivité, puisqu'elles proposent donc très concrètement différentes actions à travers l'organisation de journées, de métiers, d'événements, de jeux aussi type Serious Game, Escape Game, qui ont lieu dans les établissements, qui ont lieu dans les structures et qui sont du coup l'occasion pour les personnes de rencontrer les professionnels, de visiter les institutions, de voir finalement comment ça se passe, de rencontrer aussi les personnes âgées ou les personnes handicapées et de pouvoir également faire des essais de matériel, de pouvoir aussi être mis en situation de simulation de ce que c'est que la vieillesse pour se rendre compte finalement aussi des besoins des personnes âgées et des besoins d'accompagnement. Ces plateformes ne travaillent pas seules, puisqu'elles associent bien entendu les différents acteurs territoriaux. Elles interviennent sur 22 départements et donc elles agissent avec les acteurs de l'emploi, France Travail, avec les organismes de formation, avec les missions locales, pour mettre en synergie toutes ces actions et développer les moyens. Ces plateformes, elles permettent également une meilleure mobilisation, justement, notamment des acteurs de l'emploi et de l'insertion, et en particulier des conseillers de France Travail, des conseillers des missions locales, qui ont eu besoin aussi d'être sensibilisés en fait à ces métiers et de pouvoir avoir une image plus positive aussi de ces métiers, des différents parcours, du fait qu'il y a besoin aussi d'être formé, que tout le monde ne peut pas faire justement ce métier. Et ce qu'on constate, c'est que ça a amélioré vraiment le repérage et l'orientation des personnes vers les métiers. Donc en gros, je dirais que c'est un cadre essentiel en fait de ces plateformes et il y a beaucoup d'actions, il y a à peu près 45% des actions qui ont été déployées en 2023 qui ont été déployées justement pour pouvoir valoriser ces métiers en développant aussi notamment différents films, vidéos en plus des différentes actions que je vous ai présentées. Et ce qui ressort à l'issue des enquêtes qui sont organisées à l'issue de ces journées et de ces temps, c'est que finalement près de 50, même voire 60% des personnes se disent en tout cas satisfaits parce qu'elles ont une meilleure connaissance des métiers, qu'elles en ont une image plus positive et qu'elles sont prêtes effectivement à s'orienter vers ces métiers. Et il y a, on va dire, 18% de personnes qui hésitent encore un peu, qui se questionnent. Et donc, justement, les plateformes sont là aussi pour accompagner ces 18 personnes pour peut-être mettre en place des actions qui vont les aider à tester les métiers, à mieux se préparer éventuellement à ces métiers. Voilà, donc en gros, elle donne une meilleure image des métiers. La deuxième mission, j'en ai un peu parlé, c'est celle effectivement de proposer des parcours d'accompagnement, des parcours de formation, donc en organisant en particulier des préparations à l'emploi, des formes de ce qu'ils appellent des SAS, mais qui permettent justement sur 6 semaines ou sur 300 heures de formation d'être préparés au métier, de travailler sur la question, évidemment d'être un minimum formé, de travailler sur la question de la posture, la question de
qu'apportent ces métiers aussi pour les différentes personnes accompagnées. Et il y a des plateformes qui donc ont organisé ce type de stage et d'action. Peut-être des éléments quand même importants pour montrer l'intérêt de ces actions. Il y a une des plateformes notamment qui a construit un parcours vers la formation d'aide-soignant. Donc il s'agissait d'abord de préparer au métier, à la formation, et qui a eu des résultats très significatifs, puisque 88% des publics qui ont suivi ces différents parcours se sont inscrits dans les parcours de formation. Il y a eu près de 252 personnes accompagnées. Les premières sessions, toutes les personnes ont obtenu leur diplôme et ont trouvé un emploi. Par contre, certains n'ont pas souhaité aller en formation d'assistante sociale, d'aide-soignant, mais se sont orientés justement vers d'autres types de métiers, de travailleurs sociaux ou infirmiers, parce qu'ils avaient aussi le niveau qui leur permettait de s'orienter vers ce type de formation. Et une troisième peut-être mission qui est importante, c'est celle effectivement de venir en appui sur le recrutement et du coup de jouer un rôle de lien et de rapprochement entre les candidats et les employeurs. Et surtout de préparer aussi les employeurs, parce que je pense que ça c'est un élément important, finalement à revoir un peu leur processus de recrutement, à ne pas espérer trouver peut-être la personne qui sera la plus professionnelle, mais à entendre aussi que finalement ils peuvent recruter une personne qui a un certain nombre de compétences et qu'ils peuvent accompagner tout au long de leur prise de poste et faire évoluer au moment de leur prise de poste. Et ça répond aussi à cet enjeu de fidélisation en fait, des professionnels. Merci. Il nous reste vraiment très très peu de temps. Jérôme, donc je rebondis très rapidement. Toutes ces plateformes, tout ça c'est nécessaire, utile et on le soutient, mais ça ne règle pas le problème principal. Le problème principal qui est vous voyez voir, je vais faire moins de 2 minutes. Vous avez dit tout à l'heure que ces métiers étaient très féminins et que ces métiers n'étaient pas reconnus. Et moi j'ajouterai une autre causalité. Le problème principal, c'est de savoir quelle est la place des vulnérabilités dans la société et quelle est la place que nous sommes collectivement prêts à prendre en considération le fait que ces métiers accompagnent des personnes vulnérables, quelles que soient les causes de vulnérabilité. Et on est dans une société où on ne veut pas avoir les vulnérabilités. Et donc on ne veut pas avoir les professionnels qui travaillent avec les vulnérabilités, qui travaillent avec les personnes en situation de vulnérabilité. Alors, bien sûr, il faut des mesures concrètes et ce que fait la CNSA, entre autres, peuvent améliorer la situation. Mais tant qu'on n'aura pas, je vais parler de la France, je connais pas les autres, enfin je connais moins les autres pays, mais tant qu'on n'aura pas un changement de paradigme, de vision sur la vulnérabilité en général, on va pas et même plutôt un sentiment, une crainte, un éloignement, puisqu'on a tous et toutes peur de tomber dans la vulnérabilité, quelle qu'elle soit. Donc on n'a pas envie de voir ça. Donc on n'a pas envie de voir aussi les professionnels qui travaillent pour les personnes en situation de vulnérabilité. Pardon, ça a l'air d'être très bête ce que je dis. Je dis souvent des choses très bêtes, mais c'est aussi, je pense, un changement de paradigme qui fait qu'on va pouvoir aussi changer de la vision et donc reconnaître la vraie valeur des personnes qui interviennent. Alors, d'abord des personnes vulnérables, ce qui est quand même, à mon sens, aussi une chose très importante, mais aussi, par effet de ricochet, l'importance des personnes qui travaillent auprès de ces personnes vulnérables. Pour terminer, est-ce que, Teppo, vous pourriez nous dire, à votre avis, quelle réorientation éventuelle des politiques publiques serait nécessaire ici? Alors, peut-être une reconnaissance de la vulnérabilité en général, mais peut-être plus particulièrement ou plus précisément. Thank you. After such a very extensive discussion, I think I don't have anything new to say. Everything has already been said, I think. But maybe I try to make a very short summary. I see that there are 4 major challenges that need to be met. 3 plus 1 kind of burdens that care workers and nurses are facing, and all of these need to be addressed, at least in some way. The first one, I would say, is the economic burden. That means that in order to get this working, people in care work need to have decent salaries. They need to have high enough salaries to be able to afford their everyday life, housing, everything. We cannot make this a super low paid occupation. That doesn't work.
The second challenge I see is the physical burden. Care work is physically hard work, and that's a fact. But I think we need to do everything that is possible to make it at least a bit less hard, a bit less demanding. And for example, to use the technology that Kirsi mentioned whenever it's possible. For example, these exoskeletons, I think they should really be piloted and taken into use as much as possible, and all other kinds of new technologies to help care workers, not to replace them, but to help them, to make the work less demanding physically. Then the third challenge I see, it's a psychological burden of this work. It's not only physically hard work, it's also psychologically, mentally very, very demanding work. And here I think that care workers, nurses, assistant nurses, they really need support. They need to be supported by their superiors and colleagues. So we need leadership that is focused on supporting the staff, not on pushing them forward, trying to exploit them, or taking more of their, pushing the productivity on the expense of the care workers. Instead, the focus needs to be on providing support, help, consultation. Of course, training is also important here. But one more, we need to have workplaces that have supportive cultures where colleagues support each other and try to work together. We cannot have workplaces where people are fighting with each other, criticizing each other and criticizing the leadership. We need to have better workplace cultures. And finally, the fourth one, I think there's this ethical burden that was already mentioned by Lena. Now we have care workers have a lot of this ethical stress or ethical dissonance. Most of them have come to this occupation because they actually want to do something useful in their lives. They want to help other people. They want to make a difference. If that is not possible in their everyday work, if the level of the quality of care is not decent, then there's no motivation to continue in this work. I think it's impossible to replace the inner motivation by money. It's not possible to increase salaries if the inner motivation is gone. So actually, I think that addressing this ethical burden, in my mind, is the most important issue. And if that is left undone, then the three other issues, the three other challenges lose their value. Thank you. Je vais me faire la porte-parole du chat aujourd'hui. Il y a eu plusieurs questions, mais comme on n'a plus beaucoup de temps, je vais me concentrer que sur une ou deux d'entre elles. La première portait sur l'aspect genré du secteur et l'intérêt de la masculinisation de ce secteur et la façon dont on pouvait attirer les hommes dans ce secteur. Il y avait une seconde question plus centrée sur la France et le fait que ce n'était pas une priorité du budget de l'État et du gouvernement français. Et je pense qu'on va s'arrêter là et voir s'il y a des questions peut-être dans la salle aussi également. Thank you. I would begin with a question to the Finnish colleague, because you mentioned that the duration of vocational training for the helpers, the caregivers in Finland is very impressive, very long, etc. But do the school can recruit these people? Because I know from other countries, Germany or Switzerland, they have as well quite demanding level of training, but in fact they cannot train the people because there's no candidacy, and then the services would just hire just regular people with no training. What is the use then of investing so much energy in providing this kind of profiles if in the end we end up with people with no qualifications in the services? This is not a provocation, this is rather trying to find a way to, I don't know, to figure out how to cope with this tension, let's say, between those kind of levels, let's say. Et peut-être dans le cas de la France, moi juste ce que j'ai pu constater dans les enquêtes de terrain, c'est qu'il y a ce problème, donc les gens arrivent, ils n'ont juste pas de qualification et les services
prennent les gens qui se présentent au recrutement et qui viennent ensuite régulièrement travailler, parce que très souvent les gens viennent une semaine et ils ne reviennent pas la semaine suivante. Et ce qui m'a semblé fonctionner dans les services, c'est l'idée d'essayer de maintenir les gens en emploi. Et c'est donc la question de la formation continue des personnes, qui les valorise, qui les aide concrètement à affronter aussi les enjeux physiques du métier, techniques, à réaliser des meilleurs soins et du coup à trouver effectivement une satisfaction par rapport à leur motivation initiale de réaliser ce type de... Et du coup, on sent chez les entreprises, qu'elles soient privées, publiques, associatives, de différentes statuts, un besoin de pouvoir investir, d'être soutenu par des structures sans doute comme la CNSA sur cet enjeu de la formation continue. Bonjour, alors moi j'avais 2 questions. La première c'est en fait on s'est beaucoup concentré sur les personnes et je me demandais si vous aviez eu des démarches en fait d'interrogation sur les structures en fait qui embauchent ces personnes, à la fois sur le plan managérial. On dit beaucoup que maintenant quand même les professionnels ont évolué aussi et que finalement des comportements managériaux très descendants, ça correspond plus aux attentes aussi des professionnels dans le secteur. Et donc c'est pareil, il y a peut-être des structures, des organisations qui favorisent le recrutement, qui finalement sont plus attractives que d'autres. Ça, c'est ma première question, donc la superstructure, le management. Et puis ma deuxième question, c'est on voit beaucoup les sujets d'autodétermination émerger et on dit souvent que pouvoir d'agir des personnes, que ce soit personnes âgées ou personnes en situation de handicap, ça va avec pouvoir d'agir des professionnels et que ça, c'est un gros vecteur d'attractivité. Et donc, je me demandais si c'était aussi un élément sur lequel vous aviez réfléchi. Merci. Okay, the solution is always the same, which I repeat: better salary, better work conditions, and then we have men there also. Enfin, bien sûr, meilleur salaire, mais pas que. Enfin, soyons très clairs. Lorsqu'on regarde l'évolution des métiers du social, je cherche son nom, le président du Conseil des recherches et prospectives de l'UNIOPS, Robert Lafort, a très bien écrit là-dessus. On a des métiers qui étaient au départ des métiers familiaux, féminins, faits par les femmes de la famille. Petit à petit, se sont externalisés de la famille et sont devenus... Voilà, donc il y a un historique. Et que par ailleurs, pardon, je ne suis pas monomaniaque comme garçon, mais que la reconnaissance ou la valorisation peut être aussi, pas que financière, mais aussi en termes de statut social, joue énormément. Je veux juste rebondir sur une question qui a été posée aussi sur le budget. Dans 2 jours, nous allons découvrir le projet de loi de financement de sécurité sociale et le projet de loi de finances de l'année 2025. On peut toujours avoir de bonnes surprises. C'est simplement qu'il y a 40 milliards d'économies qui sont prévues à peu près sur l'année, qu'a priori, j'ai bien écouté le discours du Premier ministre à l'Assemblée nationale. Je suis persuadé que les 2 mots personnes âgées n'ont jamais été prononcés. Handicap, si, handicap, on a eu... La fraternité sauvera le handicap. Donc ça laisse aussi présager de ce qui se joue. Mais plus largement, et je ne veux pas en faire 3 tonnes, mais depuis une quinzaine d'années, en tout cas pour les secteurs privés non lucratifs, on a différentes mesures qui dont le Ségur vient peut-être être la cerise sur le gâteau, je ne sais pas quoi, ou la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On a une déperdition des capacités du secteur associatif à pouvoir innover, puisqu'on parlait d'innovation, et à pouvoir embaucher des salariés à un niveau de salaire décent. Et je fais juste j'ai l'esprit d'escalier. On a par ailleurs un secteur privé lucratif qui se développe très bien. Voilà, il se développe très bien, même quand il faute, l'État reprend ses dettes pour certains. Voilà, on peut aussi se poser la question de savoir si la question de la dépendance et de la vulnérabilité doit être du domaine de la lucrativité ou pas. Ça nous amène peut-être un peu loin, mais en tout cas, ça nous amène, je pense, c'est un des sujets qui a certainement une incidence aussi sur l'attractivité des métiers. I would like to briefly comment the first comment or question. I would like to emphasize that actually this care worker training has been very popular in Finland, and until now, I would say that there has not been major issues in getting these training places filled. Now it's getting harder because there is this increasing need for workers in the sector. But still, I would say that it has been
quite a success, I think, this program. Also in increasing the valuation of care work in Finland. And actually there have been also increasing numbers of men coming to this. But now the discussion, like Kirsi already mentioned, is that whether we could bring more care workers with a shorter training called care assistants, and that's the discussion, and probably that is going to happen. But I would still like to point out that even these care assistants still have a training to care work. So basically, we don't have fully non-trained staff in this field in Finland. I would like to argue, and I don't think we will go into that. I'm not sure if my colleagues from Finland agree, but I certainly think that the training program has not been a problem. It has been part of the solution, not the full solution, but still something positive that is taken forward the whole sector. S'il reste encore 2 petites minutes, peut-être répondre juste aux 2 questions qui concernaient l'une qui concernait la formation et l'autre le management. Pour ce qui est de la formation, effectivement, la formation en situation de travail, ce sont des éléments que mobilisent les plateformes des métiers de l'autonomie, mais pas seulement, mais effectivement avec cet objectif de recruter des personnes et ensuite vraiment de veiller à leur parcours, déjà à leur accueil et à leur parcours d'intégration avec soit des actions de formation en situation de travail, soit effectivement la définition d'un programme de formation continue qui va leur permettre de se sentir à la fois de plus en plus à l'aise dans le métier et surtout effectivement d'être mieux reconnus parce que formés, donc ce qui contribue aussi effectivement à l'attractivité des métiers et à la fidélisation. Et je ne veux pas faire de promotion non plus de la CNSA, mais la CNSA a développé également des partenariats avec les différents opérateurs de compétences qui sont chargés de financer la formation et qui vient du coup essayer de renforcer en tout cas les départs ou de massifier aussi les départs en formation des professionnels. Et sur l'aspect management, effectivement, c'est un élément aussi clé, effectivement, à la fois de venir en appui, en soutien des managers et à la fois de faire en sorte que leurs compétences, leur rôle soient renforcés également et peut-être sur des formes de management complètement différents. Il y a plusieurs évolutions ou innovations managériales qui se développent. Je pense qu'on a beaucoup parlé du développement d'équipes autonomes, un peu sur le modèle Buurtzorg. La CNSA a d'ailleurs conduit une évaluation de services qui ont souhaité accompagner les équipes vers cette transformation. Et donc les résultats seront très prochainement rendus. Mais ça n'est pas le seul modèle, hein. Il existe évidemment plusieurs modèles dont l'objectif c'est, je pense, vraiment de remettre de l'humain, de remettre des relations sociales dans les équipes et de mettre aussi de l'équipe en fait dans toutes ces organisations professionnelles. Je crois qu'on va clore cette table ronde. Je voudrais juste souligner pour terminer dans ce qu'a dit Béatrice l'importance des employeurs dans cette réorientation des emplois. Merci en tout cas à tous.